Très heureux de vous retrouver notre journaliste consultant, évidemment, et fondateur, président du réseau Voltaire, et aussi de sa lettre qui permet d'avoir des informations sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble du monde, et qui est particulièrement précieuse. Bonjour Thierry Messant. Bonjour Nicolas. On va tout de suite sur l'analyse et le débriefing, si j'ose dire, même si j'aime qu'à demi ce mot, de la guerre des 12 jours. En tout cas, c'est comme ça que ça a été qualifié par Donald Trump. Ce que l'on a appris après cette guerre, en fait, c'est que l'AIEA ne procède plus à des vérifications avec des personnels sur place, mais dans le cas particulier de l'Iran, l'AIEA s'est fondée sur un logiciel d'intelligence artificielle. Ouais, alors ça, Ça, ouais. c'est quelque chose de vraiment tout à fait improbable, puisque c'est cet ordinateur qui a déclaré que l'Iran était probablement en train de préparer une bombe atomique dans les 15 jours qui suivaient. Donc comment est-ce que cet ordinateur peut déclarer des choses pareilles? Eh bien, personne n'en sait rien. Il y a évidemment de forts doutes parce que la société qui a produit ce logiciel appartient à Peter Thiel. Palantir, voilà. Voilà, Palantir, Peter Thiel, c'est un membre administrateur du club de Bilderberg, un ami de Donald Trump, mais surtout un ami du gouvernement israélien. Et il semble qu'en fait, ce soit les Israéliens qui aient pris le contrôle de ce logiciel et qui aient ainsi donné à Raphaël Grossi une information complètement fausse. Donc le résultat, c'est que là, le gouvernement iranien vient de suspendre toutes les relations avec l'AIEA, et je pense que la crise va être mondiale parce que personne ne peut avoir confiance dans une agence qui fonctionne de cette manière. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils sont maintenant, ils ont été pris la main dans le sac en train de fournir des informations à Israël, qui ne fait pas partie de l'agence, on le rappelle. Oui, puis alors il y a beaucoup, semble-t-il, de responsables de Palantir, de la société qui fournit ce logiciel, Oui. qui sont eux-mêmes israéliens et qui sont présents au siège de l'agence à Vienne. Donc, tout ça, ça donne d'abord beaucoup de flou sur la réalité du travail de cette agence aujourd'hui. Ils pensent qu'ils ont des moyens technologiques merveilleux, mais non, ils ont des moyens technologiques absolument primaires en réalité, et ils n'ont plus de visibilité humaine sur ce qui se passe. C'est Minority Report, le film Oui. d'anticipation, qui leur fait parler de cette énormité. Et d'ailleurs, l'ensemble de nos médias en boucle ont repris, c'est tout à fait honteux, cette notion de guerre préventive. Alors, la notion de guerre préventive, c'est quelque chose qui a été créé par John Yoo, le conseiller juridique de George Bush, le fils. D'accord. Et donc, lui, c'est lui qui a fait toute la justification des guerres après le 11 septembre. En fait, je vous rappelle que les attentats du 11 septembre ont servi devant le Conseil de sécurité pour justifier l'attaque de l'Afghanistan et l'attaque de l'Irak. C'est pas les armes de destruction massive, c'est le 11 septembre qui a servi pour justifier de l'attaque de l'Irak. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a aucun rapport entre l'Irak et le 11 septembre. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Absolument tout le monde. Donc ça a quand même servi à ça, il n'y a pas eu d'excuses, rien à faire de... Donc ces attaques préventives sont contraires
au principe même du droit international et de la Charte des Nations Unies que tous les États ont signé, y compris les États-Unis. Oui. Mais alors, revenons-en au système Palantir, donc qui alerte sur le fait, sur cette énormité très rudimentaire, comme vous le dites d'ailleurs, qui est que sous 15 jours, comme si c'était une vérité qui était déjà là. Oui, Hein, oui. c'est une anticipation. On oublie la différence entre une hypothèse et ce qui est déjà la réalité. Et donc, c'est ce qui va déclencher la volonté d'agression israélienne, dont vous expliquez en plus dans cet article. Ça, je ne crois pas que ça va déclencher la volonté d'agression parce que... Non, oui, la justification, excusez-moi. Voilà, c'est pas La pareil. justification, oui, bah, évidemment, depuis le temps qu'il le souhaitait. Et en tout cas, la volonté peut-être de tout de suite hausser à un niveau nucléaire, pour le coup. Oui. Parce qu'il faut bien comprendre que on nous a joué une comédie. Israël a déclaré qu'il attaquait l'Iran préemptivement et préventivement pour empêcher un programme nucléaire imminent. Mais vous avez vu que Israël ne dispose pas de bombes pour percer profondément sous terre. Donc Israël n'avait aucune chance de détruire les cibles qu'il avait officiellement annoncées. Et pourtant, Israël a attaqué. Donc, ce qui est dit publiquement n'a aucun rapport avec la réalité de ce que faisaient les Israéliens. Ça doit être bien clair, ça. Là, on a le même mensonge que ce que l'on voit à Gaza, où on dit « nous attaquons le Hamas pour l'éradiquer », et en fait, on voit que l'on tue des civils. Donc, alors oui, il y a un objectif officiel et il y a une réalité stratégique complètement différente. Ça, il faut en effet en prendre conscience, et c'est pas simple. Parce que sortir de la propagande, c'est une chose. Admettre ce que vous venez de dire, c'est tellement monstrueux par ailleurs qu'on se dit non, ce sont des effets collatéraux. Ils n'ont pas de respect pour la vie humaine, mais ce sont des effets collatéraux. C'est pas du tout ce que vous dites. Non, simplement, si vous regardez les choses de manière objective, avec un certain recul, et on a un certain recul sur ce qui se passe à Gaza, puisque ça fait maintenant presque 2 ans que c'est comme ça. Donc, nous avons suffisamment d'éléments pour constater que l'objectif officiel n'a pas de rapport avec l'action militaire. Nous sommes dans une société de communication. Donc nous croyons que nos dirigeants politiques, a priori, nous expliquent ce qu'ils font. Pas du tout. Dans le cas actuel d'Israël, il n'explique pas ce qu'il fait. Il essaye de mener les gens en bateau. Et là, c'est très clair. Pour la deuxième fois, c'est absolument clair. Il est impossible de détruire les centres de recherche nucléaire iraniens avec les armes des Israéliens. C'est impossible. Et d'ailleurs, nous savons que ce n'est pas ce qu'ils ont fait lors de cette attaque. Ils ont en réalité essayé de renverser ce qu'ils appellent le régime. Ils ont essayé de renverser la République islamique. Et Donald Trump, à un moment donné, a semblé être d'accord avec eux. Il a fait un post sur Truth Social, mais c'est tout ce qu'il a fait dans ce sens-là, et tout d'un coup, lui, il est parti sur autre chose. Donc, les Israéliens ont téléphoné à plusieurs dirigeants civils, ça n'a aucun rapport avec l'armée, civils israéliens, en leur disant « vous devez dégager, nous vous donnons 12 heures pour quitter l'Iran avec votre famille ». Ça, Ali Larijani, l'ancien
président du Conseil de sécurité iranien, où il m'avait reçu. J'avais été reçu au Conseil de sécurité là-bas, avant de devenir conseiller d'Ahmadinejad, bien avant. Et après, il est devenu président de l'Assemblée nationale, de l'Omarlis. Et aujourd'hui, il est conseiller du guide suprême. Donc, Ali Larijani a expliqué que on lui a téléphoné directement depuis Tel Aviv en lui disant « Vous avez 12 heures pour déguerpir avec votre famille ou vous êtes un homme mort et votre famille est morte. » Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et ça n'a rien d'original. Hein. Lorsque j'étais en Libye, Ouais. je peux attester, j'ai publié ça à ce moment-là, vous pouvez retrouver les articles que j'ai publiés, les photos que j'ai prises. Il y avait un maréchal très important en Libye, qui était un vieil homme. Hein. Il n'était pas à la retraite, il dirigeait encore plein de choses, mais l'OTAN avait décidé de le tuer. Et il s'est passé la chose suivante, que des espions de l'OTAN sont rentrés à l'occasion d'une fête qui avait lieu pour l'anniversaire d'un des petits-enfants de ce maréchal. Ils sont rentrés dans sa propriété. C'était un grand parc avec je sais pas comment ça s'appelle, des petits bungalows pour les enfants et les petits-enfants. Mm-hmm. Dans le parc, il y avait un zoo dans le parc. Et on a introduit des balises dans la chambre des enfants. Et des balises dans les chambres des petits-enfants. Et lorsque l'OTAN a donné l'ordre de détruire cette propriété, des bombes sont arrivées directement dans les chambres. Donc, moi j'avais un ami, qui est le fils de ce maréchal. Sa femme et tous ses enfants ont été tués. Lui, il n'était pas dans la propriété à ce moment-là. Il a vu quand il arrivait en voiture, il a vu les bombes tomber chez lui comme ça. Toute sa famille a été tuée. C'est la manière dont l'OTAN se comporte, comme des mafieux en fait. Ils tuent votre famille. Des assassins. Ils ne peuvent pas vous tuer, ils tuent votre famille. Oui. Voilà. Et les Israéliens ont annoncé qu'ils allaient se comporter de cette manière. Donc ça n'a aucun rapport avec l'objectif vous n'aurez pas la bombe atomique. C'est vraiment du n'importe quoi. Oui, c'est ce qui a bien été dit concernant les experts nucléaires iraniens qui ont été éliminés avec leur famille. Oui. Alors, les experts iraniens qui ont été assassinés, on parle de scientifiques civils. Alors, eux étaient des civils, mais on prétend qu'ils travaillaient pour un projet militaire. C'est ce qu'on prétend. Voilà. Bon. Il se trouve que le nom de la liste de ceux qui ont été tués, c'est exactement la liste qui a été fournie par Raphaël Grossi à Israël. Donc cette liste, elle a été publiée par la presse iranienne. Elle a été publiée la veille ou l'avant-veille de l'attaque israélienne. Donc c'est pas quelque chose qu'on vous donne après coup, quelque chose qu'on vous a donné avant l'action israélienne. Voilà. Alors évidemment, nous ne savons pas si Raphaël Grossi a donné une liste des gens à tuer ou s'il a donné une liste des gens qu'il pensait importants. C'est pas pareil. C'est la même chose, in fine, puisqu'ils ont été éliminés. Bon. Oui, à ce moment-là, vous êtes complice du meurtre, même si vous n'aviez pas conscience que ça allait déboucher sur un meurtre. Absolument, c'est une complicité. En France, les gens qui ont fourni des armes aux
aux djihadistes qui ont commis des attentats, Bataclan, le fait de fournir des armes, vous êtes complice du meurtre, sûr. même Oui. si vous ne saviez pas qu'il y aurait un meurtre. C'est ça. Oui, oui, complètement. Même le Jawad, le simple fait de fournir une planque, vous Oui. provoque évidemment des conséquences judiciaires sur vous. Oui, tout à fait. Donc, ça laisse rêveur quand on voit qu'aujourd'hui, en particulier Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot, dont vous soupçonnez d'ailleurs que les Français ont joué un rôle particulièrement détestable dans ce qui s'est passé avec la IEA, exige, et avec quelle arrogance, que l'Iran se soumette à nouveau aux inspections de la IEA. Après ce qu'on vient de dire. Il faut savoir deux choses. En fait, la France, en tant qu'État, ment à ses citoyens sur sa politique iranienne depuis maintenant très longtemps. En fait, vous vous souvenez, à l'époque du Shah, la France de Valéry Giscard d'Estaing et de son Premier ministre Jacques Chirac avait lancé un programme nucléaire en Iran. Alors c'était un programme qui avait été demandé par les États-Unis. Le président Eisenhower avait lancé ce qu'on appelle les atomes pour la paix. Donc il s'agissait d'installer des centrales nucléaires civiles pour l'électricité en Iran. Même si l'Iran a une production de gaz absolument gigantesque. Vous savez, quand vous allez en Iran, on dit que l'Iran, le dieu Mazda, c'était le dieu des flammes qui sortaient du sol. Et en fait, quand vous allez en Iran, vous avez du gaz qui sort à certains endroits et qui brûle tout seul. Et à Téhéran même, il y a un mausolée, un endroit où vous avez du gaz qui sort depuis des millénaires et qui brûle là sous vos yeux, une petite flamme comme ça. Donc, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais on leur donnait un programme nucléaire. Et lorsqu'il y a eu ce qu'en Occident on appelle un changement de régime, c'est-à-dire le passage de l'Iran impérial à la République islamique, les États-Unis ont décidé d'arrêter ce projet. Et la France s'est exécutée. Donc la France a refusé d'honorer les engagements qu'elle avait signés avec l'Iran, en disant c'est plus la même Iran, on ne fait pas ça. Mais personne ne fait ça. Vous remettez en cause le principe des successions. Si vous faites ça, vous n'êtes pas responsable de ce que vous devez donner à quelqu'un lorsqu'il meurt. Vous n'avez pas le donner à ses enfants. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Bon. C'est pourtant ce que nous avons fait. Ça a provoqué une guerre secrète entre l'Iran et la France. Il y a eu des attentats en France. Ça a été très très compliqué. La France s'est engagée à ce moment-là dans la guerre aux côtés de l'Irak contre l'Iran. Je me souviens que la France a envoyé un porte-avions, ça devait être le Clémenceau à cette époque, a envoyé un porte-avions soutenir les forces armées irakiennes contre l'Iran. Sur le porte-avions, les avions français ont changé la signalisation, on mettait le drapeau de l'Irak à la place du drapeau français, et ces avions français avec un drapeau iranien et avec des pilotes français depuis le porte-avions français allaient bombarder l'Iran pendant la guerre Iran-Irak. Ouais. Donc qu'on ne dise pas que nous sommes neutres vis-à-vis de l'Iran. Ça n'est pas vrai. Nous avons déjà fait la guerre à l'Iran. Alors ça, c'est un point. Maintenant, il y a un deuxième point. Celui de la France vis-à-vis de l'accord JCPOA. Vous savez, l'accord sur le nucléaire iranien qui a été signé à Vienne en 2015, il y a 9 ans.
10 ans. Donc cet accord avait été négocié par John Kerry, le secrétaire d'État de Barack Obama. On a vu, il y a eu beaucoup d'images de tout ça. Et il y a eu des premières réunions à Vienne. Le principe et même les détails de l'accord ont été conclus pendant ces réunions à Genève. Puis il y a eu une interruption pendant plus d'un an et demi. Une interruption, des négociations secrètes entre l'Iran et les États-Unis, la signature d'un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis, dont nous ne connaissons pas le contenu, il n'a jamais été publié, puis la signature de l'accord de départ. L'accord qui avait été négocié 1 an et demi plus tard a été signé à Vienne à ce moment-là. Donc, voilà, Barack Obama était très content, tout le monde était très content, les Français étaient très contents. Nous savons que le négociateur français, qui était le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, c'est parce qu'il s'en est vanté, c'est pour ça que nous le savons, a transmis les informations qu'il avait eues pendant ces négociations directement à Israël. Donc ça, c'est de l'espionnage français pour le compte d'Israël. C'est pareil, hein, on doit arrêter de dire qu'on est neutre. Donc, par exemple, Gandalf sur le tweet, sur le chat, explique que la France n'a jamais été neutre, elle a toujours été influencée par les USA. C'est un des éléments, mais il n'y a pas que les USA. Non, il n'y a pas que les USA. Et il est clair, nous ne sommes pas neutres. Lorsqu'il y a eu ces négociations, c'était l'époque de François Hollande en France. Il avait donné son accord à Laurent Fabius pour qu'il transmette ces informations secrètes à Israël. Je veux dire, c'est François Hollande qui est directement responsable. Sans ça, quand Laurent Fabius s'est vanté d'avoir trahi son propre pays, il aurait dû intervenir, mais ça n'était pas une trahison puisque François Hollande l'avait autorisé. Alors, on pense de François Hollande ce que l'on veut, hein, mais lorsque Donald Trump, dans son premier mandat, a dit l'accord secret entre les États-Unis et l'Iran est inacceptable, je mets fin à cet accord, et cela met fin immédiatement à l'accord du JCPOA. Alors, comme on n'a pas le texte de l'accord secret entre les États-Unis et l'Iran, on ne sait pas ce qui le lie au JCPOA. Mais évidemment, les deux sont liés, puisque nous savons que c'est la même négociation, tout ça. Donc, lorsque ça a été brisé, cet accord, brisé par les seuls États-Unis, nous sommes, nous, toujours signataires de cet accord. Lorsque ça a été brisé par les États-Unis, la première conséquence, c'est que les États-Unis ont arrêté le remboursement, d'abord de lever les sanctions qu'ils avaient prises contre l'Iran, et ils ont arrêté de rembourser l'argent qu'ils devaient à l'Iran. Ils avaient déjà amené, avec Barack Obama, un avion plein de dollars avait été emmené à Téhéran. Plusieurs milliards de dollars dans un avion. Donc ça, ils ont arrêté de le faire. Et les relations entre l'Iran et les États-Unis se sont durcies. Mais nous, en tant que Français, à partir de ce moment-là, nous n'avons plus appliqué nous-mêmes notre signature. Et ça, le gouvernement français ne l'a jamais expliqué à nos concitoyens. Jamais il ne l'a expliqué. Et il ne l'assume pas. Cependant, au cours des 10 dernières années, il y a eu quantité de débats sur ce sujet aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Et jamais la presse française
n'a rendu compte de ces débats au Conseil de sécurité. D'ailleurs, nous ne savons pas ce qui se passe au Conseil de sécurité en règle générale. Et ça n'est pas tout. Il y a eu des quantités de lettres qui ont été échangées, de lettres publiques, qui ont été échangées au Conseil de sécurité à ce moment-là, dans les 10 dernières années. Alors, des lettres provenant du gouvernement iranien et adressées à tous les membres du Conseil de sécurité, mais aussi des lettres de la Russie et de la Chine, qui ont pris le parti de l'Iran en disant la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont tous les trois toujours signataires de cet accord et ne respectent pas cet accord. Donc moi, sur mon site, vous pouvez retrouver tous ces documents. Donc, le gouvernement français est donc en guerre depuis maintenant au moins 10 ans contre l'Iran. S'il y a 2 otages français en Iran qui ont été, il y a 2 jours, accusés d'espionnage pour le compte d'Israël, ça n'est pas un hasard. Je ne sais pas si ce sont des espions ou tout. Je n'en ai aucune idée. Macron a l'air de vouloir en faire toute une histoire. Oui, il veut en faire toute une histoire, mais c'est lui le responsable. S'il respecte la signature de la France, ces 2 Français seront immédiatement libérés. S'il respecte la signature de la France. Mais nous sommes dans un État qui n'a rien à faire de sa propre signature. Ce que je dis, c'est extrêmement grave. Hein. Quand on ne respecte pas sa signature, il n'y a plus de possibilité d'avoir des accords avec quiconque. Vous ne pouvez plus être pris au sérieux. Oui, ça oui, évidemment. Mais j'ai l'impression que les Occidentaux, ça fait un moment qu'ils ne sont plus pris très au sérieux quant à la qualité de leur signature. Hein. Bien sûr, parce qu'il y a quantité, pas simplement avec l'Iran, il y a quantité de sujets où nous ne respectons pas notre propre signature. C'est pour ça qu'il n'y a plus de droit international. Le droit international est fondé sur le respect de sa propre signature. Et ce sont les Occidentaux en groupe qui se sont lancés dans cette aventure depuis maintenant, au moins depuis 1991, mais en fait, pour certains, depuis plus longtemps. Alors ça aussi, j'ai écrit là-dessus. J'ai fait des conférences à l'étranger là-dessus. C'est très important, cette question-là. C'est le vrai sujet aujourd'hui. Les relations internationales ne se régleront que si nous respectons le droit international, qui a été inventé par un Français, le droit international. Il faut quand même le dire. Un Français, Léon Bourgeois, qui a été le personnage central de la Troisième République et que l'on a effacé de nos livres d'histoire. C'est aberrant, cette situation. Il a été président du Conseil, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, prix Nobel de la paix, et nous l'avons rayé de nos livres d'histoire. Aucun étudiant ne connaît le nom de Léon Bourgeois. Il était la figure de référence de la Troisième République. Ah oui, mais l'international, Thierry Messens, et je le tiens d'un de mes intervenants d'hier, nous sommes face à des dirigeants politiques en Occident qui développent le concept de, non pas d'international, mais de supranational. Et donc, ils ont un mépris souverain, c'est le cas de le dire, pour les nations. Et donc, pour l'international, l'international étant respectueux des nations. Eux ne respectent pas les nations. Donc, ils ne respectent pas le droit international. Bien sûr. Le droit pour les nations, simplement. Oui, tout ça est très cohérent. Oui. Tout ça, on nous fait rentrer dans un monde, et cela fait des années qu'on nous lave le cerveau pour nous faire rentrer dans ce monde, qui viole tous les principes sur lesquels nous fondons nos relations humaines.
C'est ça. Exactement. Donc, j'expliquais l'attitude de la France pour dire que dans la préparation de cette guerre, la France a montré qu'elle était au courant des projets israéliens avant que l'AIEA ne s'imagine tout d'un coup qu'il y allait y avoir une bombe atomique en Iran. Ça, la France était déjà prête à ce moment-là. Et donc, j'ai insisté sur le fait que Raphaël Grossi et Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, entretiennent des relations très cordiales qu'ils ont montrées en plusieurs occasions, et que l'adjoint de Jean-Noël Barrot, notre sous-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Union européenne, Raphaël Haddad, est lui-même un membre des sionistes négationnistes, le groupe de Benjamin Netanyahou. Oui. Il a été l'employé d'Elliott Abrams, l'homme qui a financé l'actuel gouvernement en Israël et le coup d'État judiciaire, c'est le changement des lois fondamentales en Israël. Notre ministre des Affaires étrangères adjoint là, a été pendant plus d'une dizaine d'années employé par ce monsieur. J'aimerais qu'on revienne sur cet aspect de l'intervention de Trump en deux temps, déjà en validant l'opération Lion qui se dresse, et puis ensuite, dans un second temps, en développant lui-même l'opération Marteau de minuit, Oui. dans la nuit du 21 au 22 juin. Est-ce qu'il l'a fait parce que finalement il craignait des frappes nucléaires sur les sites sensibles iraniens pour l'empêcher, parce que c'était plus ou moins la détermination forte du gouvernement israélien? Alors, personne n'est dans la tête de Donald Trump. Non, ça c'est et sûr. Donc, nous ne savons pas ce qu'il pensait. Nous ne savons pas ce qu'il pensait. Et si nous nous fions à ce qu'il a dit aux uns et aux autres, il a tenu des discours contradictoires selon ses interlocuteurs. Donc, moi, je pense, mais c'est une interprétation de ma part, sur la base de choses qu'il a dites à certains interlocuteurs, qu'en fait, il craignait que Israël n'utilise une bombe atomique, puisqu'Israël est le seul État du Moyen-Orient à disposer de la bombe atomique, qui lui a été donnée par les Français pendant la 4e République. Donc, que Israël utilise une bombe atomique contre l'Iran, puisqu'il n'y avait pas, je l'ai expliqué tout à l'heure, de bombes pénétrantes en Israël. Le seul moyen pour détruire les centres de recherche nucléaire en Iran aurait été d'utiliser une bombe atomique. Il en aurait fallu 3 d'ailleurs. Bon. Mais donc Israël avait la possibilité de faire ça. Et certains des conseillers de Donald Trump l'ont mis en garde contre ça, et il a dit qu'il s'en occupait. Donc je pense que c'était le fond de sa pensée, mais je n'en sais rien. Donc ça expliquerait pourquoi il a soutenu l'attaque israélienne au départ, et pourquoi brutalement il a tapé du poing sur la table avec l'opération Marteau de minuit. Mmh. Alors cette opération n'avait qu'un seul but, ça n'était pas de détruire quoi que ce soit en Iran, c'était de priver Israël de sa justification. De lui couper l'herbe sous le pied, oui, à Netanyahou. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de programme nucléaire en Iran, quel qu'il soit civil ou militaire, s'il n'y a plus
de programme nucléaire en Iran, ben, rentrez chez vous, c'est fini. Et c'est bien ce qui s'est passé, Ouais. puisque les États-Unis ont envoyé des bombes pénétrantes sur ces sites nucléaires. Je ne suis pas sûr que ça les ait atteints, mais bon, ils ont envoyé ces bombes pénétrantes. Ils ont déclaré que c'était fini. Et Israël s'est dit, mais puisque c'est fini, nous allons changer le régime. Alors voilà. Et Israël a continué à bombarder et Donald Trump s'est mis en colère, a envoyé un post en disant, vous devez immédiatement vous arrêter. Et les avions israéliens qui étaient en vol ont été obligés de faire demi-tour. Donc, pour moi, l'action de Donald Trump était une action préventive contre Israël et non pas une attaque contre l'Iran. Dans sa tête, bien sûr, d'un point de vue du droit international, il a attaqué l'Iran. Je ne dis pas du tout le contraire. Hein. Oui, bien sûr. Et pour aller plus loin, je peux vous dire qu'actuellement, il y a des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Oui. Ça n'est pas public, mais ce sont des négociations qui sont très avancées. Et je peux vous dire que les États-Unis ont proposé de financer eux-mêmes le programme de recherche nucléaire iranien s'ils pouvaient avoir une surveillance directe de ce programme. Ce qui serait bien civil, voilà, et non nucléaire, et non militaire. Oui. Absolument. C'est une information que vous détenez et qui est intéressante, si elle est confirmée, évidemment, et si elle est surtout validée par l'Iran. Ça reste encore à vérifier. Il y a des mots. Ça, que l'Iran accepte, ça me paraît... C'est difficile, parce que pour les Iraniens, même si pour le moment on parle de 6 milliards de dollars, bon, pour les Iraniens, c'est difficile d'accepter ça, parce que avoir des agents des États-Unis dans leur laboratoire, c'est quelque chose qui est difficile à admettre pour eux, quand même. Hein. Oui, mais ça n'est pas impossible. Ça peut se gérer. Quel a été est-ce que dans toute cette équation, il y a ceux dont on dit toujours et dont on a remarqué le silence? Est-ce qu'il y a eu dans les prises de décision de Trump, justement, parce que si on n'est pas dans sa tête, on peut imaginer un petit peu les différentes forces qui se sont qui se sont appliquées, parce que c'est un homme qui, je pense, reste quelqu'un de profondément attaché au réel. Il est très réaliste, Trump. Donc, sont les forces vraiment auxquelles il s'attache, et voir comment elles ont fait pression et quel a été l'équilibre dans son esprit de la Russie et de la Chine. Donc, est-ce que aussi, si Trump a été obligé d'agir très vite par rapport à ce risque de frappe nucléaire israélienne, c'est parce que c'était la ligne rouge pour les Russes et même peut-être pour les Chinois? Alors, là aussi, il faut bien comprendre, la Russie a une frontière commune avec l'Iran, c'est la mer Caspienne. Oui. Et la Chine est l'allié millénaire de l'Iran. Je rappelle, sur la route de la soie, on ne parlait pas le chinois, on parlait le persan. Et si vous allez à Persépolis, vous verrez que dans l'Antiquité, il y avait au palais impérial des statues chinoises. Voilà. Donc, ces deux pays ont une culture très proche l'une de l'autre. D'accord. La culture iranienne n'a pas de rapport avec la culture européenne. C'est une culture liée à la Chine. C'est l'espace culturel chinois, en fait. Bon, donc en Iran, aujourd'hui, le chinois est la langue la première langue que l'on apprend à l'école. On apprend le chinois. J'insiste parce que nous, ça nous paraît un autre monde quand on dit ça. Ah oui, mais bien sûr. Voilà.
Bon. Donc, les Russes et les Chinois étaient très attentifs à ce qui se passait en Iran. Évidemment, ils n'allaient pas entrer en guerre directement eux-mêmes, mais ils allaient agir. Là, depuis que cette guerre est terminée, la Russie a recommencé des négociations sur des questions d'armement, alors probablement pour l'armement antiaérien. Oui. Et la Chine a déjà signé, là dans les derniers jours, a déjà signé des accords de vente d'avions de chasse à l'Iran. Oui, de nouvelles générations, de 5e génération, ce qui pourrait changer un peu la donne parce que jusqu'à présent, la flotte aérienne iranienne militaire n'était pas au même niveau que par exemple les hypersoniques sur le plan des missiles balistiques. Oui, et alors là aussi, il faut se rendre compte que nous ne tarderons pas à être complètement dépassés parce que souvenez-vous qu'il y a 1 mois et demi, lors de la brève guerre entre le Pakistan et la Chine. Mm-hmm. Entre le Pakistan et l'Inde. Le Pakistan et l'Inde, pardon. Mm-hmm. Le Pakistan a détruit 6 avions indiens, dont au moins un Rafale. Oui, on en a parlé. Donc jusqu'à présent, le Rafale paraissait le meilleur avion au monde, hein. En tout cas, un avion très difficile à abattre. Génération, oui. Malgré le fait qu'il était de 4e génération et que depuis la 5e, voire 6e génération. Hein. Ah oui. Et les autres. Donc maintenant, il y a des Sukhoi qui en réalité sont bien meilleurs que les Rafales. Oui, largement. Et il y a, semble-t-il, des avions chinois qui sont également meilleurs que les Rafales. C'est ça. Donc, un avion chinois et un avion russe, ça veut dire que l'Occident n'a plus la maîtrise des airs. C'est ça. Ce qui était déterminant dans toutes les séquences que nous avons vues depuis le 11 septembre. Justement. Nous savons tous que le F-35 des États-Unis est une nullité absolue, que ça coûte la peau des fesses, mais que ça ne vaut rien. Et vous avez des accidents même directement avec les F-35. Et de toute manière, les performances du F-35 sur le papier n'ont aucun rapport avec ses performances dans la réalité. Ça, c'est très clair pour tout le monde, pour tous les gens qui en ont déjà acheté. C'est le cas de la plupart des États de l'OTAN, alors pas de la France heureusement, hein, mais la plupart des États de l'OTAN ont acheté ces avions qui n'en sont pas. Et l'armée des États-Unis a décidé de se refournir en F-16, des avions de la guerre froide, hein, de se refournir en F-16 pour pallier aux F-35 qui sont déficients. C'est ça. Voilà. C'est affligeant. Donc, oui, mais il faut avoir ça en tête. L'armement de l'OTAN dans les airs, c'est l'armement de la guerre froide, avec quelques exceptions, comme le Rafale français. Mais le Rafale français, bon, c'est bien pour la France, mais il y a peu d'États qui ont des Rafales français. On parle aussi dans les futures négociations, les Israéliens veulent inclure, mais il semblerait que ce fut déjà le cas dans le passé, et ils ont eu une fin de non-recevoir des Iraniens. Et les Américains avaient dû en rabattre. C'est-à-dire que dans le cadre des négociations, outre le nucléaire, il y avait évidemment la menace des missiles balistiques. Et l'élimination aussi, d'ailleurs, durant les frappes. Et ils aimeraient inclure, non seulement empêcher toutes sortes de nucléaires pour les Iraniens, mais aussi contrôler leurs missiles balistiques. Enfin, ça me paraît complètement surréaliste entre nous. Alors ça, les Français disent la même chose que les Israéliens depuis la rupture du JCPOA. Ah, alors ça, je ne savais pas depuis quand. Oui. Donc, dans les documents français au Conseil de sécurité, nous prétendons, à tort, il
nous inventons que les résolutions des Nations Unies concernant le nucléaire iranien interdisent à l'Iran d'avoir des missiles balistiques. Alors pourquoi nous prétendons ça? Parce que dans notre esprit, les missiles balistiques peuvent transporter des charges atomiques et ils doivent donc être compris comme faisant partie d'un programme atomique. Vous voyez? Si dans votre voiture, vous pouvez transporter quelque chose et que cette chose vous est interdite, je vous interdis d'avoir une voiture. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Voilà. Alors, là aussi, il y a eu des débats au Conseil de sécurité avec, là, c'est la Russie en a fait des tonnes en disant c'est une honte, vous mélangez tout, ça n'a jamais été discuté, ça n'est pas dans les textes que nous avons signés, etc. Mais la France continue à le prétendre à chaque réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran. Chaque fois, elle le dit. Donc, la réalité de ça, c'est que l'Iran mène depuis une vingtaine d'années une recherche et des applications très avancées sur ces missiles, qu'elle est passée des missiles avec des combustibles liquides aux combustibles solides, elle a trouvé des systèmes de guidage qu'elle n'avait pas auparavant, elle a trouvé des systèmes de propulsion, tout ça, que maintenant elle a des missiles hypersoniques. Et alors c'est le cas, on le sait, aussi de la Russie et de la Chine, mais ça n'est pas le cas de la France. Et pourtant, au début, les recherches sur les missiles hypersoniques, c'était des recherches françaises. Mais bien sûr, c'était entre autres Jean-Pierre Petit, oui, tout à fait, l'astrophysicien. Oui, mais ça a commencé avant lui. Hein. Oui. Mais donc au départ, c'était des recherches françaises, mais la France a dit bon, on n'a pas besoin de ça, c'est un truc vraiment trop compliqué et tout. Ben, les recherches ont continué ailleurs. Ce sont les Russes les premiers qui ont trouvé comment faire ça, et maintenant il y en a en Chine, il y en a peut-être en Corée du Nord, et il y en a en Iran. Et ce sont ces missiles que personne ne peut arrêter. Et les missiles hypersoniques iraniens qui ont été utilisés, que ce soit il y a quelques mois dans la seconde attaque iranienne contre Israël, qui était en réplique. Non, c'était pas en réplique des attentats israéliens à Damas, c'était en réplique d'une attaque israélienne, je sais plus où, c'était plus à Damas, c'était en réplique d'une attaque israélienne. Et là, ils avaient envoyé 6 missiles hypersoniques et chacun des 6 missiles avait touché sa cible. Et là, dans l'opération, dans la guerre des 12 jours, il y a eu aussi une opération iranienne contre l'Iran et les missiles hypersoniques qu'ils ont envoyés ont tous atteint leur cible. Donc, voilà, on ne sait pas combien ils en ont de près, hein, mais si cette guerre continuait, nous savons que tous ces missiles hypersoniques, chacun d'entre eux aurait atteint leur cible. L'avion chinois, donc, qui en effet a fait ses preuves dans la guerre entre l'Inde et le Pakistan, sont des J-10C. Oui, ce serait en effet qui aurait surpassé l'un de vos correspondants, professeur de sciences politiques et sociales à l'Université nationale autonome du Mexique, Alfredo Jalifram, qui est à l'origine de cet article que l'on retrouve donc dans le réseau Voltaire, dont vous êtes le président fondateur. Vous savez que Alfredo Jalife est classé numéro 2 dans la liste des géopoliticiens les plus lus sur Internet. L'année dernière, il était le numéro 2. Moi, j'étais le numéro 1.
Faites un beau duo alors. Très bien. J'aimerais juste qu'on finalise le sujet. Oui. Est-ce que réellement il y a eu un risque de conflit nucléaire à l'échelle mondiale qui a été évité et dont l'un des responsables, à lire les articles, dont celui d'Alfredo Ralif Ram, Oui. justement, serait Raphaël Grossi. C'est une question qui doit être posée parce que de toute manière, la présence de Raphaël Grossi à la tête de cette agence est aujourd'hui en question. Il ne peut pas rester à la tête de cette agence. Il faut changer le directeur de l'agence de l'énergie atomique ou il faut fermer cette agence. Or, nous en avons tous besoin puisque cette agence doit vérifier l'application du traité de non-prolifération nucléaire. Donc, vraiment, c'est une question qui ne s'est jamais posée dans des instances internationales. Jamais. Parce que jamais personne n'a eu l'idée de confier à un ordinateur une mission humaine. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est ne pas comprendre ce qu'est l'informatique. C'est le logiciel qui a été utilisé par cette agence. C'est un logiciel qui était conçu pour détecter la préparation d'attentats dans le monde. Ouais. Donc, on voit s'il y a des matières qui peuvent servir à fabriquer des bombes atomiques qui se déplacent, etc. Et pour ça, il y a des millions et des millions de données qui sont quotidiennement brassées par ce logiciel. C'est ça. Bon, oui. mais sur chaque individu. Oui. Oui, alors. Ça va très vite et il y a ces fameux ordinateurs quantiques, Oui. l'usage de l'IA qui vient à l'appui et ça, c'est terrible. Hein. Bon. Alors, ce logiciel, si vous introduisez quelques données fausses à l'intérieur, vous induisez une conclusion fausse. C'est sûr. Donc, normalement, ce logiciel devrait être indépendant des mauvaises intentions des uns et des autres, et surtout, il devrait donner des indications, mais pas plus que des indications. Si vous dites il dit la vérité, bon, vous rentrez dans Minority Report, oui, c'est ça. Dans cette idée que on va vous condamner préventivement avant que vous ayez fait quoi que ce soit. C'est ça. C'est exactement ça. Peut-être on pourrait conclure ici, mais j'aimerais quand même avoir, même si c'est que quelques minutes, sur l'échange entre Trump et Poutine, sur la limitation des armes livrées par les États-Unis à l'Ukraine, votre point de vue, votre analyse. Je pense aux deux dossiers différents, oui. Mais qui ont des acteurs communs, puisque nous savons, par exemple, il a annoncé que impérativement, il a arrêté la livraison de munitions pour les missiles patriotes. Or, officiellement, il n'y a pas de missiles de lanceurs de missiles patriotes en Ukraine. Ça, c'est officiel. Pourtant, nous avons appris il y a un mois, quelque chose comme ça, l'ambassadeur d'Israël à Kiev a déclaré que les missiles patriotes israéliens avaient bien été livrés en Ukraine. Oui. Donc ces batteries patriotes, c'est des dons des États-Unis à Israël. Et Israël les a donnés à l'Ukraine. Donc le ministère israélien des Affaires étrangères a démenti son propre ambassadeur, comme s'il ne savait pas ce qui se passait chez lui. Ok. Donc Israël ne veut pas admettre que ce sont ses propres armes qui sont utilisées
en Ukraine. Donc, tout bien, elle ne va pas l'admettre pour sa propre population, puisque elle devrait admettre que ce qui s'est passé ces jours-ci en Israël, où ils n'ont pas été capables d'arrêter non seulement les missiles hypersoniques, mais aussi un certain nombre d'autres missiles, c'est notamment dû au fait qu'ils n'ont plus ces batteries patriotes. Donc ils ne vont pas dire ça à leur population. Non. Nous savons que si l'Ukraine a fait ce transfert, c'est contre la volonté de ses militaires. Puisque quand Benny Gantz était ministre de la Défense en Israël, il s'est personnellement opposé à ce que l'on envoie des armes israéliennes en Ukraine et il a dit « Moi vivant, aucune arme israélienne n'ira à ces massacreurs de juifs ». Il parlait du gouvernement de M. Zelensky, ces massacreurs de juifs. Bon. Mais Benjamin Netanyahou et plusieurs membres de son gouvernement et plusieurs membres de son administration sont des disciples, non pas de Théodore Herzl, mais de Jabotinsky. Oui. Ce ne sont pas des sionistes, mais ce sont des sionistes révisionnistes. Et lui est un ami personnel, en tant que sioniste révisionniste, de Monsieur Zelensky et de plusieurs hauts militaires dans son pays. Donc c'est pour ça qu'il a transmis ces armes là-bas. Ouais. Et peut-être bien participer, comme vous l'avez dit dans une vidéo dernièrement, aux opérations toile d'araignée qui se sont déroulées sur le sol russe. Absolument. Donc ça, pour le moment, ça n'est pas prouvé, mais lorsque l'opération toile d'araignée, c'est-à-dire les attaques ukrainiennes contre les bombardiers stratégiques russes ont eu lieu, la méthode qui a été utilisée a fait dire à tous les experts militaires qu'il y avait eu l'intervention d'un service secret étranger pour les aider, que c'était soit un service des États-Unis, soit un service israélien. Et lorsque la guerre des 12 jours a eu lieu, donc il y a quelques jours là, la même méthode a été utilisée non pas pour détruire des avions en Iran, mais pour assassiner des scientifiques nucléaires en Iran. La même méthode. Et il n'y a aucun autre exemple connu de l'application de cette méthode. Merci beaucoup, Thierry Messant, pour... À très bientôt, Nicolas. À très bientôt à tous.